Nos analyses montrent qu'aujourd'hui, on estime pouvoir automatiser jusqu'à 60% des messages et sur les 40% restants, tu en auras près de 30, on va dire, qui sont vraiment de l'ordre de choses qui peuvent se résoudre par écrit avec, voilà, on va gérer, je vais annuler votre commande ou je sais pas, effectivement votre souscription est mal gérée, je vais la relancer ou je vais la modifier pour vous. Et après, une 10% où là, tu vas vraiment prendre le téléphone et appeler et passer du temps avec la personne pour créer ce lien. Hello à tous, bienvenue sur Mozzabytes. Mozzabytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Mozzabytes, il y a notre product studio Mozza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sorar, Blablacar ou Penny Lane, on intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Mozza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Thomas Trinel, VP Product chez Gorgias. Thomas a rejoint Gorgias il y a 4 ans après plusieurs expériences en product à San Francisco. Gorgias, c'est un succès tech français encore méconnu et pourtant la startup fait partie des mieux placées pour se saisir des opportunités astronomiques derrière l'IA générative. Créée entre Paris et la Silicon Valley, Gorgias propose une solution de service client automatisée pour les e-commerçants. Depuis sa création il y a 8 ans, ils ont fait le pari que l'intelligence artificielle allait bouleverser cette industrie. En 2022, en plein boom de l'e-commerce, Gorgias lève une série C de 30 millions de dollars. Thomas nous raconte dans cet épisode comment ils ont géré l'arrivée de l'IA générative, d'abord avec une certaine mesure, le temps que la technologie soit au niveau, avant de se lancer à fond dans ce nouveau paradigme avec l'idée d'en faire un pilier stratégique pour la suite. Leur approche pragmatique de l'IA, mise au service de véritables problèmes, est très inspirante. Ça intéressera également beaucoup les scale-up qui réfléchissent à la création de squads IA en interne. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mozzabytes. Aujourd'hui, on est avec Thomas Trinel. Thomas, il est VP Product de Gorgias depuis bientôt 4 ans. Merci beaucoup Thomas d'être avec nous. Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter? Oui, tout à fait. Merci déjà de m'accueillir. C'est sympa de me proposer de faire partie de ce podcast et content de pouvoir partager un peu de ce qu'on fait chez Gorgias et de faire découvrir un peu Gorgias en France. Juste petite modification, je suis pas VP Produit depuis 4 ans, hein. Je suis VP Produit depuis que 1 an. Mon histoire à Gorgias a pas mal évolué. Mais du coup, avant de parler de ça, rapidement sur mon parcours à moi. Petite anecdote, moi j'ai pas grandi en France, je suis né de parents français mais j'ai grandi en Asie, donc j'ai fait 10 ans à Hong Kong avant de rentrer en France où j'ai fait après un schéma un peu classique, prépa, école d'ingénieur, j'ai fait un master de maths et de génie civil et ensuite j'ai décidé de partir aux États-Unis parce que je voulais découvrir un système éducatif très différent. Je savais que la France étant très théorique, les États-Unis seraient sûrement beaucoup plus pratiques et intégrés dans le monde professionnel. Donc j'ai eu l'opportunité de faire mon master à Stanford dans la Bay Area, donc au sud de San Francisco à Palo Alto. Quand j'ai postulé à l'époque, tout le monde était, enfin, l'IA n'était pas encore, on va dire, prédominant dans le monde éducatif. Moi, c'était en 2014 que je suis parti. Donc, c'était le tout début de la data science. On parlait beaucoup plus de recherche opérationnelle, d'analyse de risque, ce genre de choses. Et tout le monde postulait pour des masters qu'on appelait Management, Innovation and Science. Et je savais qu'il allait y avoir pléthore de candidats. Et du coup, j'ai postulé en génie civil où il y avait personne. Et donc, j'ai débarqué dans mon premier cours à Stanford où j'ai dû apprendre ce que c'était que les temps de séchage de béton et la taille des poutres IVN. Et là, j'ai réalisé que c'était peut-être pas forcément le domaine dans lequel j'allais m'épanouir venant du monde plus des maths et de la très très théorique. Et donc en fait, c'est là où très vite je me suis réorienté vers ce que je savais faire, c'est-à-dire de l'algorithmie appliquée au bâtiment. Et j'étais très intéressé à l'époque à tout ce qui était ville intelligente, bâtiment intelligent. Et c'est là où en fait j'ai découvert le monde de la data. Parce que qui dit algorithmie dit forcément données et collecte de données. Et donc j'ai fait mon master pendant 1 an et demi et ma première entreprise, la société que j'ai rejoint au début, c'était une ancienne société qui était initialement incubée chez Google X et qui avait pour objectif, alors ça faisait beaucoup le buzz en ligne, de créer une intelligence artificielle qui remplaçait une partie du travail des architectes. C'est-à-dire que tu pouvais choisir une parcelle dans une ville, tu pouvais dire voilà
c'est un bureau, je veux pouvoir accueillir, je sais pas, 1500 personnes, générer tant d'électricité sur site, je veux qu'il y ait tant d'étages. Et on avait créé un logiciel qui te permettait de designer de manière modulaire le bâtiment de manière automatisée. Et la deuxième startup que j'ai rejoint s'appelait Forpass. Alors là, on était sur une dynamique très différente, c'est-à-dire que c'était une boîte française qui voulait se lancer aux États-Unis. C'est à l'époque où en fait il y a trois structures qui se sont lancées un peu sur le même créneau. C'était Dataiku, Forpass et Saji. Et bon, Dataiku a décollé. Forpass aujourd'hui a été racheté par OVH et Saji, j'ai plus trop suivi, mais à l'époque c'était plus converti vers une structure de conseil un peu adaptée avec un logiciel en interne. Euh, mon expérience chez Forpass est très intéressante parce que l'objectif c'était vraiment voilà d'adapter le produit au marché américain. C'était vraiment une expérience de product management à proprement parler. Le pitch qu'on donnait aux gens, c'est vous êtes un data manager, vous voulez créer une application de data ou de reporting en interne, vous allez sur AWS, il y a 140 produits, vous êtes perdu. Nous, chez Forpass, c'est une licence et vous avez tout dans une plateforme. J'ai fait plein de choses, mais vraiment, ce que j'ai vraiment adoré chez Forpass, pardon, c'est que j'étais dans le dur, quoi. J'étais sur le terrain, quoi. Il y a ce côté très focus et ce côté, genre, un moment, genre, just get out there, quoi. Sors et va voir ton client, va t'asseoir à côté de lui, va vivre ce qu'il vit. Il faut vraiment que tu ressentes sa frustration. Faire du product management derrière des dashboards, c'est pas du product management, c'est un analyste, quoi. Il faut vraiment créer cette empathie, ce ressenti client, cette intuition, et tu ne le fais pas en faisant juste des entretiens via Zoom. C'est en allant, en t'asseyant, en passant une journée à côté de ton client, en le regardant utiliser le produit, en utilisant le produit toi-même. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai vraiment adoré chez Forpass. Voilà, j'ai bossé là-bas 2 ans et demi et en sortant, je me suis dit, ok, bon, la boîte avait du mal à trouver son market fit pour plein de raisons, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et du coup, je suis sorti de là en me disant, ok, là, ça fait 2 boîtes, 2 startups. Je commençais un peu fatigué. Mon père me disait, à l'époque, j'avais quoi? J'avais 27 ans. C'était pas non plus trop, j'étais pas très âgé, enfin, pas non plus tout jeune, mais il me disait, bon, quand est-ce que tu vas rejoindre une vraie boîte, quoi? C'est bien, tu t'amuses, tu fais des startups, mais il y a un moment, il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose de ta vie, quoi, grosso modo. Et Gorgias est arrivé. Voilà, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question de l'e-commerce avant, je m'étais jamais posé la question de ce milieu-là, mais ce qui m'a vraiment conquis, c'est le discours des fondateurs qui, quand je caricature un peu ça, en gros, moi, ce que j'en ai retenu à l'époque, c'était on cherche pas à réinventer la roue. Nous, on a identifié un problème ciblé, c'est qu'aujourd'hui, les petits commerçants, les marques indépendantes, elles ont du mal à gérer leur service client. C'est clairement un problème. Le boulot d'agent aujourd'hui, c'est pas un boulot qui est très gratifiant. Et on veut juste résoudre ce problème-là et rendre l'expérience de la gestion de la relation client quelque chose de positif et quelque chose qui peut être finalement une source de revenus pour le business. Et vraiment ce focus très très précis sur on fait de l'e-commerce, des marques indépendantes, du Shopify, du service support, ça m'a plu, quoi, cette sensation de pas partir dans tous les sens. Et donc j'ai donné une chance à Gorgias et alors le sort a fait que ça a été au moment où le Covid est arrivé et évidemment tout le monde s'est isolé, tout le monde a acheté des trucs en ligne, donc l'e-commerce a explosé et Gorgias a explosé. Donc moi j'ai rejoint, pour terminer cette intro qui est beaucoup trop longue, j'ai rejoint Gorgias en août 2020. Et je me souviens déjà, il y a 8 ans, les founders qui étaient à Paris à l'époque avaient cette vision d'améliorer effectivement le support client grâce à l'IA. Et ça faisait très très tôt partie de leur conviction, quoi, du rôle qu'allait jouer l'IA dans l'automatisation et l'amélioration de cette expérience. Et après, du coup, ils sont allés à San Francisco et effectivement, le boom de l'e-commerce et la qualité de leurs produits a permis à Gorgias de bien scaler. Ça m'intéresserait, tu me racontes un petit peu effectivement ton arrivée là-bas et voilà aujourd'hui comment ça se passe le product chez Gorgias et après évidemment un focus sur la Gen AI et comment vous l'exploitez.
Ouais, tout à fait. Bah, effectivement, là, en plus, Gen AI, c'est au cœur des sujets aujourd'hui. Mais donc, si on fait les choses dans l'ordre, déjà pour ceux donc les auditeurs qui connaissent pas Gorgias. Donc, Gorgias, effectivement, c'est une société qui développe une suite de services, une suite de logiciels pour les e-commerçants indépendants. Donc, on est principalement intégré à l'écosystème Shopify, donc des e-commerçants qui ont développé leur site sur Shopify. On a aussi des intégrations avec d'autres plateformes. Notre cœur de métier initialement, c'est vraiment la gestion du support client. Donc, on offre un outil de ce qu'on appelle helpdesk pour gérer l'intégralité des demandes ou des communications clients omnicanal. Donc, on s'intègre à l'ensemble des réseaux sociaux, à Instagram, à WhatsApp, à Facebook, Messenger. Mais on a aussi toutes les channels qu'on pourrait appeler natives. On a les emails, le chat, le téléphone, enfin, la téléphonie, le SMS, etc. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier initial. C'est vraiment, on va dire, le monde traditionnel du support où on répond à des tickets. Il y a 2 ans et demi, on a sorti toute la stack, on va dire, d'automatisation autour du support. Donc, c'est vraiment tous les outils qui permettent de traiter de manière automatisée une partie des requêtes. Et cette année, en janvier, on vient de sortir un nouveau produit plus dans le monde du marketing. Donc, c'est vraiment pour permettre aux e-commerçants de transformer les visiteurs sur leur site, donc ce qu'on appelle les leads, enfin de convertir en fait les leads en acheteurs à travers un ensemble de tactiques dont on pourra parler, qui utilisent aussi de l'IA. Donc ça, c'est vraiment le cœur du métier chez Gorgia. C'est vraiment aider les petits commerçants à gérer leurs services clients. Et j'insiste sur ce côté petit commerçant ou commerçant indépendant. Ce qui a fait notre force chez Gorgia, c'est ce qui a aussi été la clé de la réussite. Encore une fois, c'était notre focus. Nos clients aujourd'hui, c'est pas Nike ou Adidas. On cherche pas à obtenir ces boîtes-là comme des clients. Sur la scène parisienne, nos clients, ça va être des entreprises comme Fago, ça va être des entreprises comme Le Tanner. On a même encore plus petit, plus récemment, des boîtes comme WeSpring, 900 Poincaré, Respire. Donc même Asphalt que certaines personnes peuvent connaître. Ce sont toutes ça. Donc c'est plus ce genre c'est vraiment ce réseau de PME, de petits commerçants indépendants ou d'e-commerçants émergents que Gorgias souhaite accompagner et faire grandir. C'est là où on trouve vraiment une grosse partie de notre satisfaction, c'est de savoir que on opère vraiment dans l'économie réelle et on aide les gens à développer, enfin les entrepreneurs à lancer des nouveaux, voilà, des nouvelles marques sur des modèles de construction peut-être des fois aussi différents. Voilà, donc là c'est vraiment sur la partie présentation de Gorgias. Sur l'histoire, effectivement, dès le début, l'IA était présent dans la feuille de route. Alors au début, on était vraiment sur des applications avec des modèles de machine learning, on va dire assez standards. Donc ça va être, par exemple, pouvoir prédire le sentiment du message. Est-ce que quelqu'un est frustré? Est-ce que quelqu'un est content? Est-ce que ensuite, donc, on peut réfléchir à comment exploiter cette information pour adapter la réponse. Donc, on avait créé un ensemble de règles métiers en disant voilà, si tu détectes ce message-là ou ce mot-là avec un sentiment négatif, envoie cette réponse. Donc ça, on est plus sur des règles assez classiques qu'on appelle des règles heuristiques ou avec un arbre de décision. Ensuite, on a enrichi nos capacités d'IA en ajoutant par exemple ce qu'on appelait l'intent, donc essayer de déterminer de quoi parle le message. Donc on avait un ensemble de catégories avec un classificateur qui disait ce message il veut gérer un retour, ce message demande des informations par rapport à sa commande. Donc pareil, du coup on pouvait ensuite encore une fois complexifier les règles de l'art de décision pour pouvoir avoir des réponses automatisées. Après on a sorti toute la partie recommandation d'articles, donc sur la base de ce qu'on appelle la knowledge base ou la FAQ ou la page de questions fréquentes, pouvoir pousser du contenu en fonction de la demande du client. Et effectivement, bah, depuis la dernière année, la grosse révolution a été les LLM qui permettent aujourd'hui une compréhension plus affinée des requêtes clients. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai décrit fonctionne assez bien, et c'est ce qu'on a tous déjà utilisé, dans les chatbots où l'expérience est assez contrôlée, les messages sont assez petits en fait. Les gens envoient rarement un pavé via chat, quoi. Euh, et du coup, on peut facilement faire du keyword matching, de l'intent detection, des choses comme ça. Mais dans l'email, où finalement, dans un email, un client va faire 3 bullet points en disant j'ai un problème avec cette commande-là, j'ai eu un autre souci parce que ça s'est cassé, et sur la troisième, j'ai pas eu la bonne chaussure. Bon, bah là, c'est plus compliqué d'avoir une réponse automatisée qui va résoudre le ticket de support. Et du coup, les LLM ont la faculté de comprendre en profondeur la demande, de aussi
intégrer le contexte. Donc, par exemple, s'il y a eu plusieurs messages les uns après les autres, le LLM va être capable de prendre ça en compte pour générer une réponse derrière. Et donc, effectivement, pour nous, c'est complètement transformationnel pour notre cœur de métier. Et ça va nous permettre d'augmenter le nombre de tickets qu'on va pouvoir traiter de manière automatisée. Voilà. Donc, j'en dis pas plus parce que ça va être une grosse partie de la discussion, mais voilà un peu pour l'histoire. Tout ce qui est sentiment intent detection, on l'a depuis à peu près 5-6 ans. La partie génération d'articles, ça doit faire 2-3 ans. Et là, depuis effectivement 6 mois, on est heads down, très très focus sur l'intégration des LLM dans notre solution. Et on espère pouvoir. On a déjà des clients qui tournent en bêta avec notre solution qu'on appelle l'agent d'IA ou l'agent conversationnel. Et on espère pouvoir avoir quelque chose de public début avril, fin avril, quoi, en fonction de des résultats et de. En fait, la question c'est est-ce que nous on est satisfait de la performance de l'agent suffisamment pour pouvoir en faire un produit public. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée des LLM chez Gorgias? Est-ce que vous jouiez déjà avec GPT-3 avant la sortie de ChatGPT qui a fait cet énorme buzz? Est-ce que ça a été soudain pour vous aussi? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces premiers mois de découverte de l'ampleur de cette technologie-là? Et comment est-ce que progressivement vous avez commencé à travailler sur l'intégration, sur son intégration dans votre produit? Ouais, tout à fait. L'histoire nous dira si on a fait on a fait les bons choix, mais en gros, je peux t'expliquer un peu comment nous on a vécu effectivement cette révolution que certains comparent à Internet. On verra. Hein. Mais depuis le début, effectivement, on a entre guillemets nos yeux. On monitore le marché sur toutes les nouvelles technologies d'IA pour voir si ça peut nous permettre d'aller plus vite sur les sujets en cours. Pour ceux qui connaissent pas Gorgias, Gorgias c'est une boîte très 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 on va dire pragmatique, parce que la phrase qu'on utilise en anglais c'est data driven et fact driven. C'est vraiment toutes les décisions sont prises par des faits, par une analyse. C'est pas ce matin je me suis levé, j'ai pris un café, j'ai une idée, super, on le fait quoi. Non, on est vraiment pas dans cette thématique. Il n'y a pas de place à l'ego, c'est fais ton analyse, rencontre tes clients, va parler à 20 personnes, quel est ton learning et peut-être des fois un peu à l'extrême, mais on est très très pragmatique et on est très obsédé à l'idée de ce que tu dois faire doit avoir un impact. C'est-à-dire que on est vraiment outcome driven. C'est on veut pas valoriser l'effort dans la boîte. C'est-à-dire, dans le sens où si tu travailles comme un taré pour avoir un résultat finalement assez minime, quel est l'intérêt de ce travail? Et donc l'intégralité de ce qu'on fait et des décisions qu'on prend en interne, c'est comment maximiser l'impact et donc évidemment la valeur qu'on va apporter aux clients. Donc ça, juste une des questions, c'était de voir comment était structurée l'équipe produit chez Gorgias. Je glisse ça un peu dans la réponse à ta question. Nous, on est structuré en modèle agile à l'échelle, c'est-à-dire qu'on a des squads, donc c'est des groupes indépendants où on a un PM, un product designer et un engineering manager qui sont eux regroupés en tribes, donc avec des domaines fonctionnels. Où j'ai une tribe qui va gérer tout le téléphone, j'ai une tribe qui va gérer toute l'automatisation, etc. Et chaque squad, donc cette équipe, ce trinôme avec les ingénieurs et chaque tribe ont un OKR chiffré qui doit représenter la valeur de leur domaine de compétences. C'est-à-dire que, je prends un exemple quelconque, si je suis la personne qui va owner l'expérience d'onboarding sur le produit Automate, évidemment, ma métrique, ça va être l'adoption des features de ce produit. Et en gros, toutes mes décisions doivent être corrélées à comment j'augmente l'adoption de ce produit. Pareil, si je suis le leader de la tribe Automate, moi ce que je veux c'est d'encourager les marchands à automatiser une partie de leur support. Du coup, mon OKR, c'est l'automation rate. Voilà. Bon, parenthèse à part, ce que j'essaye de dire, c'est que quand les LM sont arrivés, il y a un an, effectivement avec GPT-3, on était un peu au début des capacités. Déjà, en termes de coût, c'était ultra cher. Donc, très vite, on a compris qu'on n'allait pas pouvoir le déployer comme ça parce que nous, aujourd'hui, je crois que les premiers tarifs, c'était de l'ordre de 1 dollar par, euh, par génération de messages. Et nous, ça, c'est juste inconcevable. Nos clients, faut s'imaginer que même un petit commerçant, il gère entre 50 à 200 conversations par mois. C'était pas possible, sachant qu'on n'allait pas générer juste un seul message par conversation.
c'était pas possible de facturer quelqu'un entre 250 à 500 euros ou dollars par mois, sachant que si on faisait ça, on était même pas, on était sans marge. Donc si on ajoutait notre marge, on était plutôt de l'ordre de 1000 dollars par mois. C'était pas concevable dans notre segment de clients. Et aussi, voilà, on avait très vite, en fait, on a intégré GPT-3, on a fait un bêta et on a réalisé que globalement, on avait à peu près 30% d'hallucinations. Et on s'est dit non, mais c'est juste pas concevable en fait. On peut pas sortir un truc qui hallucine une fois sur trois, quoi. Et on l'avait fait tester. Hein. Il y avait une centaine de clients qui utilisaient ce qu'on appelait à l'époque Gorgias AI en interne. Mais on avait des feedbacks très négatifs en fait. Et très vite, les clients étaient en mode bah ouais, mais la qualité est pas bonne. Du coup, on préfère plutôt l'utiliser comme une recommandation de message. Donc en fait, on était passé de on génère le message et on l'envoie, à, on vous génère une recommandation et vous l'acceptez, à bah, en fait 2% d'utilisation. Quoi. C'est-à-dire que on avait beau générer la recommandation, il y avait que 2% des gens qui acceptaient la recommandation. Non, même pas. Qui interagissaient avec la recommandation. Et je crois que c'était moins de 50% qui acceptaient. Donc ça faisait moins de 1% des messages qui étaient envoyés par cette IA. Et en fait, très vite, on s'est dit, OK, donc le cas d'usage aujourd'hui de je remplace l'agent, on n'en est pas encore là. Les performances C'était sont quand pas ça? assez bonnes. Ça, c'était janvier 2023. C'était il y a un an à peu près. On a dû avoir ce truc-là en bêta pendant 3-4 mois jusqu'à l'été. Et entre-temps, en fait, on a réalisé que il y a beaucoup de nos compétiteurs qui sont ce qui se fait un peu beaucoup en ce moment, ils sont partis dans une roadmap très ce qu'on appelle copilot, c'est-à-dire plutôt qu'utiliser le LLM pour créer le message de toute pièce, utilisons le LLM pour aider à reformater, à traduire, à ajouter de ce qu'on appelle tone of voice. Donc par exemple, si toi t'écris en fait un message à l'arrache plein de fautes, tu highlights et tu te dis pouvez-vous le reformater de manière polie, de manière sympa, de manière donc ajouter un ton au message. Et donc on a beaucoup en fait on a regardé ça un peu de loin, on s'est dit OK, est-ce qu'on ce que j'appelle moi drinking the Kool-Aid, c'est-à-dire genre waouh super, on a une technologie vachement sexy et effectivement quand tu intègres les capacités de Copilot, ça te permet d'avoir une page marketing en disant on est un helpdesk AI fueled, on a des capacités d'IA etc. Et en fait, on a fait une grosse analyse de marché, on a allé discuter avec nos clients et en fait, on s'est rendu compte que il y a très très peu de clients qui utilisent ces fonctionnalités. Parce qu'en fait, la réalité d'un agent de support, c'est j'ai une librairie de 20, 30, 50 macros. Nous, on avait déjà évidemment intégré ce qu'on appelle des macro recommendations, c'est-à-dire que quand tu arrives sur ton ticket, on te dit déjà voilà les 3 macros qui sont applicables. Et en fait, entre ça et écrire, en fait, les gens n'écrivent même pas les messages aujourd'hui, enfin quasiment plus en fait. C'est, t'arrives sur un ticket, tu choisis ta macro, tu la balances et toutes les macros, il y a des variables avec le nom du client, le nom de la personne et tu as des actions intégrées. Donc nous, on a déjà des actions intégrées. Donc chaque macro, elles ont par exemple la macro qui te dit voilà l'état de ta commande, elle a une action avec un call HTTP qui vient chercher la donnée de la commande chez Shopify. Donc entre finalement appuyer sur un bouton pour envoyer la macro et écrire le message pour le reformater pour l'envoyer, bah, les gens ne le faisaient pas. Et du coup, on s'est dit, est-ce que ça sert à quelque chose? Enfin, nous, on est encore une fois sur cette, pour refaire le parallèle à ce que je disais au début, si c'est pour créer une fonctionnalité qui est utilisée par 2% des gens juste pour avoir une page marketing où on dit on est un helpdesk AI fueled, on n'y croyait pas. Et du coup, on a pris un peu, bah, peut-être que c'était un peu hasardeux, mais en fait, globalement, de juin à novembre, on n'a pas vraiment investi massivement sur les LLM. On était un peu en mode set and watch, genre on observe. Est-ce que le prix va baisser? Est-ce que les technologies vont s'améliorer? Donc on continue à faire des expérimentations. On avait entre-temps recruté une équipe de machine learning engineer, mais on avançait encore sur notre roadmap, on va dire standard de machine learning standard, en affinant nos capacités de détection des sentiments, des intents, etc. Mais on n'était pas parti en mode full speed, vas-y, on utilise les LLM, on en fout partout. Quoi. Et cet aspect copilote, IA copilote pour l'agent, on n'y croyait pas trop. Et par contre, après, effectivement, bah, entre l'APIisation et l'augmentation des performances et la réduction des coûts, là, effectivement, à partir de novembre, enfin plutôt on va dire Q4 au sens large, on a pris conscience que là, les performances avaient nettement augmenté et qu'il y avait vraiment une vraie valeur ajoutée à intégrer les LLM dans notre produit. Et surtout, la puissance aujourd'hui qu'on voit, c'est moins uniquement dans la génération du message, mais c'est ce que les gens commencent à appeler large action models. C'est vraiment, ouais, je sais plus comment c'est ça. C'est la capacité de
enfin, de demander au LLM de trigger des actions à la, enfin d'effectuer des actions euh, pour le shopper. Donc c'est que le LLM peut savoir il doit générer un discount code, s'il doit gérer un retour, annuler une commande, et il est capable de demander les informations au client pour pouvoir générer l'action. Et là, maintenant qu'on a ces capacités-là, là, c'est super puissant parce que du coup, on est capable de scripter entre guillemets enfin de prompter, comme on dit dans le domaine, le LLM pour lui dire, dans ce cas d'usage, voilà les données dont tu as besoin pour générer l'action. Et en fait, c'est d'utiliser plus le LLM comme un rappeur conversationnel, c'est-à-dire de dire, on a déjà un peu scripté l'expérience, donc on a cette liste d'actions potentielles, on a ce qu'on appelle ces policies, donc quelles sont les conditions dans lesquelles j'ai le droit d'utiliser ces actions et d'utiliser le LLM pour interpréter cette complexité-là et de les envoyer de manière conversationnelle. Aujourd'hui, et on peut parler de ça, en 2024, là, on a complètement restructuré l'équipe pour être sûr que ça fasse, que soit la priorité, quoi. Mais on n'a pas été, voilà, on a peut-être été finalement un peu dans la deuxième vague. On n'a pas été dans la première vague de gens qui tout de suite ont essayé de faire quelque chose. Mais écoute, pour le moment, ça a pas l'air de nous desservir. La force qu'on a, c'est qu'on est très très ancré dans l'écosystème. Et des fois, il vaut mieux être un bon suiveur que, tu vois, alors, je sais pas que il y a plein de gens qui ont écrit des théories là-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, cette posture-là, elle a pas l'air de nous porter préjudice. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la vision du coup que vous avez sur sur 2024 là ou sur la fin d'année? Qu'est-ce que vous envisagez du coup de rendre possible grâce à la GenAI? Tu commences à parler des agents qui dépassent du coup l'aspect purement conversationnel. Euh, qu'est-ce qui est au programme? C'est vrai que une des problématiques qui se pose beaucoup chez nous, c'est, mais en fait, les LLM, enfin l'IA en général, ça va remplacer mon métier. Enfin, et c'est une vraie question parce que bah, aujourd'hui, un agent de support, encore une fois, je caricature et je le dis avec toute l'empathie que j'ai, parce que c'est notre cœur de métier, c'est ça. Aujourd'hui, ce sont les clients qu'on sert. Il faut quand même s'imaginer que dans certaines sociétés, dans certaines structures, le travail d'un agent de support, et la plupart du temps, en plus, ils sont externalisés, donc pour peu qu'ils soient pas aux Philippines, en Inde, et encore une fois, c'est la réalité du métier aujourd'hui. Il y a beaucoup de sociétés qui outsourcent leurs agents de support. Je réponds à 60-70 tickets par heure. J'en ai peut-être, je peux en faire jusqu'à 300 dans la journée. Et j'ai un catalogue de macros et je lis en diagonale, j'envoie une macro et c'est vraiment, enfin, c'est pas hyper plaisant comme métier. C'est quand même un métier qui est assez rébarbatif. Alors évidemment, après, ça se décline sous plein de fonctions. Il y a des requêtes qui sont plus complexes. Donc après, les équipes de support s'organisent de manière à ce qu'il y a certaines équipes qui traitent des sujets plus complexes. Et là, ça peut être intéressant parce que quand il y a du debugging, quand il y a des problématiques de pricing, des problématiques de vente, ça peut être intéressant. Et c'est là où notre vision, c'est ça. C'est-à-dire, finalement, l'IA, elle n'est pas là pour remplacer l'humain du tout. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout ce qu'on croit. On n'est pas en train de se dire demain, vous avez plus d'agents de support. Non, c'est tout cette première, on va dire, cette première échelle. Enfin, j'ai discuté avec un autre leader produit qui me donnait cette image que je trouvais assez marrante. Mais si tu prends le château fort, en gros, t'as tes douves, t'as les murs de ton château, et puis t'as le château, quoi. Et en gros, l'idée, c'est que cette première layer, ce level one, enfin, ce niveau 1 de tickets de support, qui est ultra répétitif en mode est-ce que vous vendez des chaussettes en coton organique? T'as envie de dire mais vous avez regardé mais mon site c'est écrit dans les pages de questions fréquentes. Mais ça c'est 80% des tickets, j'exagère un peu mais c'est une grosse partie des tickets. Ou j'arrive pas à me connecter sur mon site, j'ai perdu mon password. Ou je comprends pas, la commande est coincée. Bah oui mais vous l'avez commandé il y a 12 heures donc attendez un peu quoi. Et du coup tout ce niveau 1 de demande, ça on pense que l'IA peut le traiter. Et l'objectif, c'est pas de dire, bah, on n'a plus besoin d'agents, c'est justement les agents peuvent se concentrer sur le niveau 2, qui est du coup un ensemble de requêtes plus complexes, qui ne peuvent pas être traitées aussi facilement par une IA. Et donc l'idée, c'est pas de voir ça comme deux choses complètement séparées, c'est vraiment d'intégrer l'IA dans le workflow des agents. Donc avec la capacité, par exemple, de passer le ticket à l'IA ou l'IA de le passer à un humain, donc d'avoir des mécanismes en fait d'escalation où on est capable de sentir bah là par exemple l'IA il est pas capable de gérer la demande, du coup je vais l'envoyer à un humain, ou inversement l'humain dit bah là j'ai traité la partie compliquée, mais j'ai pas besoin de faire la suite donc je le passe à une IA. C'est vraiment de l'utiliser comme un outil
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle l'IA, l'agent IA ou AI agent en anglais. Mais donc la vision qu'on a, c'est le niveau 1, c'est ton IA, le niveau 2, ce sont tes humains, et le niveau 3, c'est vraiment, alors là, c'est plutôt tout ce qui est dans des problématiques de créer du lien avec des clients qui sont soit des clients VIP, soit des clients qui sont des acheteurs très très fréquents, ou alors des problématiques très compliquées, par exemple des cas de legal, enfin des cas où il y a des problématiques liées à la loi, des choses comme ça, ou des problématiques vraiment compliquées. Et là, par exemple, ça va être plus des canaux de communication comme la téléphonie. Et donc, vraiment, notre vision, c'est de dire, au contraire, l'IA, elle n'est pas là pour dégager l'humain, elle est là pour te dire, tout ce qui est finalement assez déshumanisant peut être traité par l'IA, et tous les sujets où aujourd'hui, toi, en tant qu'acheteur, tu as envie de rentrer en contact avec le fondateur de la boîte, tu as envie de rentrer en contact avec quelqu'un au bout du téléphone parce que toi, tu as un problème qui est vraiment pas qui est résolvable par un IA, et ben, justement, la boîte, elle a cette disponibilité-là, elle a ses agents et ils ont ce temps à te dédier parce que le reste, il est traité par une IA. Donc ça, c'est vraiment la vision long terme. C'est vraiment ces 3 niveaux. Et nos analyses montrent qu'aujourd'hui, on estime pouvoir automatiser jusqu'à 60% des messages. Et sur les 40% restants, tu en auras près de 30, on va dire, qui sont vraiment de l'ordre de choses qui peuvent se résoudre par écrit avec voilà, on va gérer, je vais annuler votre commande ou je sais pas, effectivement votre souscription est mal gérée, je vais la relancer ou je vais la modifier pour vous. Et après une 10% où là tu vas vraiment prendre le téléphone et appeler et passer du temps avec la personne pour créer ce lien. Donc ça c'est vraiment la vision, on va dire stratégique. Dans les faits, plus concrètement, alors là après en plus dans la technique, le focus actuellement de notre équipe, c'est vraiment déjà on a segmenté en fait les problèmes en 3 cas d'usage. Le premier cas, c'est des réponses qui nécessitent juste du contenu statique, donc c'est-à-dire je suis capable de formuler une réponse sur la base du contenu du site, du contenu dans mes questions-réponses, dans mes questions fréquentes, pardon, ou même du contenu à l'intérieur de mon helpdesk parce que j'ai des conversations de mes deux clients, j'ai des macros, donc c'est vraiment le contenu statique. Le deuxième niveau, c'est je fais des réponses avec du contenu dynamique. Donc, c'est-à-dire que j'ai besoin d'accéder à de l'information qui peut évoluer. Donc, par exemple, où est ma commande? Bah, lundi, elle est dans le centre de dépôt et mardi, elle a été livrée. Donc, le contenu a bien changé. Donc, c'est être capable de rendre disponible cette donnée à l'IA conversationnelle et aussi de la formater en interne d'une manière qui est consommable. Et le troisième niveau, c'est de permettre à l'IA conversationnelle de faire des actions. Donc de dire, voilà, Adrien vient d'acheter une paire de chaussures chez Fago. Toi, tu as reçu une paire de chaussures jaunes et que tu voulais une chaussure bleue. Tu veux générer un bon de retour. Ben là, il faut que l'IA soit capable de dire, OK, Adrien, quelle est ton adresse, si elle a pas cette donnée, ou quel est ton numéro de téléphone, etc. OK, je vais générer le bon de retour et je te l'envoie. Et là, il y a vraiment une logique de collecte de l'information, de bien formater l'information, de la transmettre à du coup à un call d'API, de récupérer cette réponse et de formuler de réponse de la call d'API, de formuler une réponse à Adrien pour lui donner cette information-là. Et ça, c'est vraiment le troisième niveau et c'est ça sur lequel on bosse énormément parce qu'effectivement, c'est assez complexe et la force qu'on a, et c'est là où Gorgias a toujours eu un avantage, c'est que nous, on est uniquement concentré sur l'e-commerce. Et en fait, ces actions-là, elles sont assez standards. Il y en a une dizaine, une quinzaine, qui sont un peu toujours les mêmes. Et du coup, nous, on est assez confiants dans notre capacité à créer ces actions et cette nomenclature et standardiser en fait ces process de manière à ce que l'IA puisse les gérer. Et la dernière problématique que j'apporterais, qui est vraiment un gros enjeu pour nous, c'est de comment enforce, donc comment garantir que l'IA conversationnelle suive de manière stricte les politiques de l'entreprise. Parce qu'en fait, c'est à la fois la force et aussi un peu la faiblesse de cette IA, c'est que on peut pas garantir d'un outcome. On va dire je veux absolument que ce soit exactement toujours comme ça. Un exemple assez frappant, c'est si tu vas sur ChatGPT, tu dis génère-moi une image, tu mets le même prompt et tu le relances plusieurs fois, bah, l'image sera différente. C'est la force du truc, c'est que ça crée des contenus uniques à chaque fois. Mais du coup, pour nous, dire par exemple à une IA, en fait, une personne ne peut uniquement gérer un retour si la commande a été envoyée à 30 jours, et que si ça dépasse 60, le retour n'est pas autorisé. Ça suffira pas de l'écrire dans un document
et de dire à l'IA, voilà la politique, assure-toi de respecter la politique stricto sensus. Et du coup, nous, cette question, c'est comment on fait pour que les politiques, donc ce que les marchands appellent store policies, soient respectées par l'IA conversationnelle. Ce qui aujourd'hui est finalement, si on regarde, et en fait, ce qu'on fait comme travail, c'est de vraiment regarder comment les agents sont formés en interne, et on essaie de créer en fait un produit au niveau de l'expérience de l'IA qui ressemble à l'expérience de training et d'onboarding des agents. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils leur filent littéralement un art de décision en disant, lorsque vous avez cette problématique, d'abord, vous vous posez cette question. Si la réponse à la question c'est oui, vous vous posez cette question. Et c'est comme ça que les gens, c'est comme ça qu'on fonctionne en humain aujourd'hui. On arrive à découper les problèmes avec ces arbres de décision. Mais le problème, c'est comment tu fais pour que le bot le respecte vraiment, cet arbre de décision. Comment tu l'enforces. Et donc ça, c'est toute la problématique aujourd'hui sur laquelle on travaille. Et du coup, nous, le sujet, ça va être un peu de découper les étapes, donc de séquencer en fait les, les étapes du LLM de manière à ce qu'on puisse intégrer cette logique avec ces étapes de validation euh, dans la réponse qui sera formulée au client. Donc voilà, donc pour résumer, c'est ça. Notre vision globale, c'est voilà ces trois niveaux, avec la vocation de vraiment remettre l'humain au centre de l'expérience et de finalement réhumaniser une profession qui s'est beaucoup déshumanisée avec le volume et la croissance de l'e-commerce. Et pour d'un point de vue plus technique, notre feuille de route produit, elle s'organise sur trois niveaux. Des niveaux de réponse sur la base de contenu statique, un niveau de réponse sur la base de contenu dynamique et un troisième niveau de réponse sur la capacité de prendre des actions et de interpréter des politiques, enfin des conditions sur lesquelles on a l'autorisation de prendre ces actions. On a pas mal de directeurs, directrices d'équipes produits qui nous écoutent, qui pareil, ont probablement joué avec des POC GenAI l'année dernière moyennement fonctionnels, qui ont peut-être pas forcément encore remis les mains dedans avec les nouvelles capacités, les coûts réduits et bon et le niveau de contrôle qui est maintenant de plus en plus fort en fait sur ce qu'on peut faire avec ces LLM. Vous qui les manipulez au quotidien, quels apprentissages est-ce que tu peux partager a posteriori? Alors bon, vous êtes encore en plein dedans, mais tu vois, si tu regardes sur ces 6 derniers mois, qu'est-ce qui a été finalement contre-intuitif dans l'intégration de la GenAI dans votre produit? Ouais, est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus difficiles que prévu, des choses finalement plus faciles? Mmh. Mais moi, la seule chose que je dirais, c'est que je pense que Gorgias, comme je l'ai dit, c'est une boîte assez pragmatique où les gens qu'on a recrutés sont aussi des gens naturellement pragmatiques qui, du coup, ont aussi un regard assez critique sur tout ce qui peut se faire. Ce qui peut être à double tranchant, c'est-à-dire que on n'est pas du genre, waouh, trop bien LM, on en fout partout, super, de l'IA, machin. On est des fois peut-être un peu trop humble, mais ce qui fait que le travers, c'est qu'on n'a peut-être pas suffisamment sauté sur le wagon ou dans le train assez tôt. Bon, c'est pas grave, aujourd'hui, on est dedans et voilà. Mais là où je veux en venir, c'est que moi, j'ai vu beaucoup de gens tout arrêter pour faire du LIA. Et ça, je suis pas sûr que ce soit forcément le bon calcul, quoi. C'est-à-dire que on dit tout le temps dans le produit, veut pas être un marteau qui cherche un clou, quoi. C'est d'abord commencer par comprendre. En fait, il y a un moment, c'est regarde ton business. Le client, il va rester, il va acheter, il va payer votre solution si vous lui résolvez un problème concret. On se fait beaucoup solliciter, par exemple, pour des gens qui veulent nous vendre des solutions en interne, donc pour agréger du feedback client, pour interpréter des calls, des choses comme ça. Et vraiment, je dis, ben, ok, c'est cool, mais franchement, la valeur ajoutée, elle est pas énorme, quoi. Est-ce que je vais dépenser 500 balles par mois pour une valeur ajoutée qui est finalement très incrémentale? Et du coup, je pense qu'on a tous fait l'expérience de ces petits bots là, par exemple Notion AI ou Shopify a sorti Copilot, etc. Alors oui, c'est très bien, ils l'ont sur leur site, ils peuvent dire que ça fait partie de la feuille de route, mais je pense que la vraie question de fond, c'est est-ce que ça résout vraiment un problème pour ton client? Et ça, c'est vraiment le travail que je recommanderais à n'importe quel CPO ou leader produit de faire, c'est d'avoir d'abord un regard objectif sur quels sont les problèmes que mes clients ont, et oui ou non, cette technologie peut être un outil pour résoudre ce problème, et pas l'inverse. Parce que sinon, je pense qu'on embarque l'équipe dans quelque chose et c'est 6 mois, 1 an, 12, 18 mois de développement. Et mais après, est-ce que les résultats commerciaux vont être là, quoi?
ou alors ils vont peut-être être là au début, mais ça va s'essouffler, quoi. Et donc nous, c'est pour ça qu'on a finalement qu'on a pris du temps finalement avant de sauter dans le train. Euh, bon, maintenant, on en est assez convaincus. Les gens, en tout cas nous, quand ils achètent des logiciels de support, ils disent OK, c'est quoi vos capacités d'automatisation? Tout de suite, c'est la première question. Donc c'est devenu indispensable. Donc on est obligé aussi de pouvoir montrer qu'on en a. Donc il y a un peu de ça, mais d'être vigilant sur là où on dépense nos ressources. Il faut pas non plus sous-investir ou complètement délaisser la côté. Nous, quand je dis que c'est notre focus, on n'a pas non plus 80% de l'équipe qui bosse dessus. On a encore 60% de l'équipe qui travaille sur nos outils plateformes parce que cette IA, elle tourne pas toute seule. Il faut une base de données qui soit solide. Il faut tout l'à côté, quoi. Les agents, ils ont besoin aussi de taguer, de notifications, de logique d'assignation. Et on peut pas complètement délaisser tout cet aspect-là juste pour créer de l'IA conversationnelle. Donc voilà, ça c'est la première chose que je dirais. Et la deuxième chose que je dirais, c'est surtout une fois que vous avez choisi vos batailles, donc il faut pas y en avoir 36, il faut y en avoir une ou deux, mais c'est vraiment de se donner les moyens d'essayer, c'est-à-dire de pas faire les choses à moitié en disant je vais recruter 3 personnes et ils vont faire le truc. Nous, notre apprentissage, c'est que ça prend du temps. Et c'est des technologies qui sont nouvelles et il faut vraiment tester, quoi. Il faut vraiment itérer. Et tu vois, nous, on est une boîte, on a déjà 15 000 clients, on a déjà dépassé 50 millions d'ARR et pour autant, on est ultra scrappy, quoi. On est en mode, on a isolé les équipes qui travaillent dessus et les équipes autour. Moi, le gros travail que je fais, c'est de coordonner les projets que les équipes d'à côté doivent développer pour pouvoir essayer de pas ralentir la vélocité de cette task force, mais de le faire pas non plus en mode tout le monde ait les bras croisés en attendant que ça sorte. C'est-à-dire vraiment faire ce travail de liaison en disant ok, là j'ai pas de pipeline de données là-dessus, vas-y on scope et on t'aide et on l'a dans 3 semaines, comme ça tu peux continuer à développer ton projet. Et ça c'est difficile, c'est-à-dire que d'un côté, les autres équipes, du jour au lendemain, on leur dit, bah en fait, désolé, je vais monopoliser 50% de ta roadmap parce que j'ai besoin que tu développes ce service pour que l'IA conversationnelle avance. Et donc il y a un vrai travail de médiation et un vrai travail de coordination, et on ne peut pas juste le laisser aux équipes. Ça, c'est pas possible. Et pour que les gens l'intègrent et le comprennent, il faut que l'équipe d'exécutive, elle soit embarquée là-dedans. Il faut qu'il y ait un alignement fort. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'on a finalisé la roadmap produit en Q4, on s'était mis d'accord avec tous les execs, s'était mis d'accord avec les leaders produits. Et en fait, 25 janvier, on a eu notre retraite d'entreprise, donc toute la boîte est arrivée là. Et on a dit, notre priorité cette année, c'est ça. Et c'était un message fort du CEO. Et on a présenté du coup quelles étaient les actions qu'on allait prendre. Et ensuite, on les a mises en place. C'est pas quelque chose où on a dit, oui, un tel, démerde-toi pour le faire fonctionner. Non, non, c'est vraiment un travail collectif. Et il faut vraiment que le message soit passé, que les gens le comprennent. Les gens sont à l'aise avec le changement s'ils savent où ils vont. Allez les voir en disant, écoute, un tel, drop ta roadmap, fais ça demain. Si on lui explique pas pourquoi et quel but, et bah, forcément la personne va être frustrée. Et donc pour moi, c'est aujourd'hui une grosse partie de mon chantier et de mon travail, c'est de vraiment faire cette médiation, cette coordination, et de se donner les moyens pour que cette équipe puisse aller vite en étant scrappy. C'est-à-dire que bah oui, on a fait sauter tous les process, quoi. Alors oui, il y a plus de review, le design il est fait à l'arrache, mais on s'en fiche. Il faut en fait, on n'est pas en phase de scale. Là, on est en phase de validation de la technologie. L'objectif, c'est uniquement d'essayer de voir si on est capable d'atteindre des performances qui sont suffisamment bonnes. Et pour ça, on va pas s'attacher, on va pas faire 2 heures de review sur le design. On s'en fout que le drop-down il soit moche ou mal placé. Pour vous dire, on n'a même pas de designer sur l'outil actuellement. C'est les ingés, voire le PM qui bosse dessus, qui fait les designs lui-même. Et ça nous convient très bien. Et on sait qu'on accumule de la dette, mais on sait que on va pas gagner la bataille en ayant la meilleure interface. On gagnera la bataille si la performance de l'outil, elle est vraiment là. Donc voilà. Donc si je dois résumer, je l'avais dit complètement dans le désordre, mais pour moi, c'est d'abord s'aligner auprès de l'équipe exécutive sur les 2 ou 3 chantiers qu'on veut suivre, donc quels sont vraiment les problèmes qu'on veut résoudre, se poser la question de savoir si l'IA générationnelle ou les LLM sont les bons outils pour résoudre ce problème, vraiment présenter ça et être sûr que l'entreprise dans l'ensemble comprenne pourquoi on décide de faire ce choix-là et quels sont les objectifs finaux, quel est l'impact qu'on essaie d'obtenir avec ça. Et ensuite, dans le jour le jour,
avoir une équipe qui se concentre vraiment là-dessus, donc ils ont vraiment l'énergie 100% dédiée et on fait sauter les process, on assouplit énormément les règles de reporting, etc. pour leur permettre d'aller vite. Et derrière, en tant que VP, plutôt qu'être dans le contrôle, dans le vas-y, explique-moi pourquoi tu fais ça, être vraiment dans la médiation avec les autres équipes pour être sûr que on puisse débloquer les ressources ou les projets pour qu'ils aillent vite. Voilà. Un peu mon plan d'action en 4 étapes, si je dois résumer. Du coup, il y a quand même un certain sentiment d'urgence sur le besoin d'avancer sur la validation de cette techno et son intégration. Maintenant qu'on a pris la décision que c'est ce qu'on voulait faire, oui, clairement. Il y a vraiment, en fait, on a pris le temps de l'analyse et maintenant qu'on a décidé de ce qu'on voulait faire, oui, là, on est vraiment, on veut sortir le truc le plus vite possible. En fait, on est aussi conscient que, enfin, on reste comme une boîte déjà de 300 personnes. Ça crée quand même aussi beaucoup de chaos, c'est-à-dire que je le présente, ça a l'air tout rose, mais cette médiation, cette coordination dont je parle, ça crée beaucoup de conflits pour les autres équipes parce que bah ils posent leur roadmap, ils sont en mode attends mais du coup je sais pas si finalement la semaine prochaine parce que l'équipe qui travaille sur l'IA conversationnelle, elle navigue aussi à vue quoi, d'une semaine à l'autre les besoins changent et c'est bien quand on est une équipe de 10 où on lève la tête en disant hey les gars attends finalement semaine prochaine on fait pas ça, ok, c'est facile d'aligner 10 personnes. Quand on est 300, ça marche plus comme ça. Quand on est distribué, quand on évolue sur 4 bureaux, il suffit pas juste de lever la tête ou d'envoyer un Slack message en disant hey les gars finalement on annule ce projet, ça n'a plus d'intérêt. Et du coup, l'urgence, elle est à la fois business dans le sens où on veut pas prendre du retard par rapport à nos compétiteurs, mais elle est aussi interne, c'est-à-dire que cette situation-là, elle n'est pas durable sur 2, 3 ans. On peut le faire pendant 6 mois, peut-être un an, mais très vite, il va falloir que ce produit il sorte et qu'on le stabilise et qu'après on revienne à un rythme plus de run et d'évolution classique, quoi. En fait, ces coups de bourre, on peut pas le faire tout le temps et sur 4 fronts à la fois, quoi. Elle ressemble à quoi du coup cette équipe? Comment vous l'avez constituée? En fait, on a une équipe qui s'appelle Automate qui gère tous les outils d'automatisation dont l'objectif c'est l'automation rate. Donc le leader produit et le leader d'ingénierie ont travaillé avec moi et le CTO pour déjà réorganiser l'équipe. C'est-à-dire que on avait à base organisé par des domaines fonctionnels qui sont, j'ai une équipe qui gérait le chat, une équipe qui gérait le health center, donc la partie FAQ, une équipe qui gérait ce qu'on appelait les workflows, c'est la partie heuristique, et on avait une équipe ML. On a fait table rase et on a dit, OK, on a une équipe qui gère les conversations, une équipe qui gère toutes les actions et après, un autre truc dont j'ai très peu parlé, mais dans notre vision, c'est sur l'évolution du métier d'agent de support. Nous, ce qu'on envisage, c'est que le cœur du métier sera moins dans la réponse immédiate, mais plus dans le monitoring. Donc en live, de pouvoir voir ce qui se passe et de pouvoir donner du feedback à l'IA, de pouvoir corriger des décisions qui sont prises. Donc la troisième équipe qu'on a créée, c'est la partie ce qu'on appelle observability. Donc c'est vraiment tout le tracking, tout le monitoring, tout l'accompagnement des clients pour qu'ils activent les bonnes fonctionnalités, etc. Donc déjà, on a complètement réorganisé l'équipe de manière à ce que elle serve un objectif commun qui est les performances de cette IA conversationnelle, de cet agent d'IA. C'est le premier point qu'on a fait. Ensuite, donc sur la partie qui gère vraiment purement la partie conversationnelle, les autres, ils ont encore un process assez standard parce que bah, ils sont aussi dépendants des avancées de cette équipe. On a choisi effectivement un PM qui a déjà une appétence avec la donnée et qui était compétent dans l'IA. Donc c'est quelqu'un qui avait des skills dans l'IA, qui avait déjà travaillé avec de l'IA et du machine learning. Et en fait, on a pris nos ingénieurs les plus seniors et les ingénieurs qui étaient volontaires pour bosser là-dessus. Parce qu'on leur a dit, hein, là, les 6 prochains mois, c'est pas du 9 to 5. Hein. Vous allez devoir un peu chômer, quoi. Avec une garantie s'il y a une garantie de résultat, bah, que derrière, évidemment, il pourrait être promu, il pourrait potentiellement soit passer staff, soit passer engineering manager. Donc, il faut quand même les incentiver. Et on a créé vraiment une task force, quoi. Donc, et pareil, après, sur la manière dont on avance, c'est que ils ont eu 1 mois pour faire un premier proto. Au bout d'1 mois, on a roll out le proto en interne. Ensuite, le deuxième mois, on a embarqué 5 clients. Donc, on a fait ce qu'on appelle, nous, notre nomenclature, on dit alpha, c'est une bêta privée et bêta, c'est public. Donc, on a pris 5 clients. On a fait un advisory board où on a lancé le truc sur 5 clients.
Et on a itéré comme ça, là, ça fait 1 mois et demi qu'on itère et qu'on intègre les feedbacks clients. Et là, on vient de passer à Alpha 25, donc on a ouvert à 25 clients. Et l'objectif, c'est Q2 de faire une bêta publique, c'est-à-dire que les gens peuvent postuler pour intégrer et gérer l'outil. Et donc, c'est comme ça qu'on a approché le problème. Et effectivement, on a un point régulier et les personnes qui lead cette équipe, donc le groupe PM qui gère To Automate, lui, il fait le point de liaison avec les autres équipes produits en interne. Il dit, bah écoutez, là on en est là, on a besoin d'aller plus vite sur la partie action. OK, dans l'équipe plateforme, est-ce que vous pouvez travailler sur un service d'API central qui nous permet de faire des calls d'API pour aller requêter de l'info chez Shopify, par exemple? OK, très bien. Bah vas-y, on bosse ça en parallèle, que vous continuez à bosser sur l'IA conversationnelle. On aura un truc ready dans 3 semaines. Et dans 3 semaines, vous pourrez développer la partie UI où la personne peut configurer une action, par exemple. Et moi, j'essaie d'être le chef d'orchestre de tout ça. Ok, et juste du coup, juste pour vraiment mettre un focus sur cette équipe pour bien comprendre comment elle est composée, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui réfléchissent, est-ce qu'il faut que je recrute des machine learning engineers en masse, ou est-ce qu'en fait aujourd'hui les API avec un bon développeur et un bon product manager, ça fera largement le taf, en tout cas pour une V1. Comment est-ce que vous avez organisé ça? Effectivement, la question du choix des profils est intéressante. Après, la réalité, c'est que des profils ou des gens spécialisés là-dedans, il n'y en a pas 10 000, quoi. La technologie, elle a 1 an, donc je sais pas, à part si vous arrivez à recruter des gens chez OpenAI, il n'y a pas énormément d'experts sur le marché aujourd'hui. Euh, donc il faut aussi faire avec les ressources qu'on a en interne. Et donc la première question, c'est déjà qui est-ce qui a envie de se former, parce que voilà, il y a beaucoup d'apprentissage. Il y a des outils qui émergent dans tous les sens. Faut avoir envie, voilà, de remettre les mains dedans. Euh, mais nous, ce qu'on a réalisé, c'est qu'en fait, les LLM aujourd'hui, on n'est pas dans une thématique. Enfin, nous, on fait la distinction entre le machine learning et les LLM parce qu'en fait, la nouvelle génération d'outils aujourd'hui, on est plus sur finalement l'utilisation d'une API avec un service externe que développer en interne l'algo, le traîner nous-mêmes et le mettre en production et améliorer les performances de cette prod. Et pour même tout dire, le profil de personnes qu'on a recruté, parce que je crois qu'on vient juste de recruter un engineering manager pour cette équipe, on a recruté quelqu'un qui a un profil de software engineer, pas un profil de machine learning engineer. On a en fait une équipe dédiée de machine learning engineer, mais eux, ils sont pas. En fait, il faut faire la distinction entre les software engineers qui ont vraiment une compétence sur la partie production. Donc, c'est je mets des choses en production, j'optimise les performances, c'est quoi le temps de réponse, parce que aujourd'hui, quand on génère une réponse, on peut pas se permettre que la réponse mette 2 minutes à être générée. Et donc ça, on est vraiment sur des compétences de software engineer. Quels sont les outils d'infra qu'on doit mettre en place, quelle est la RAM que je dois mettre dans mon serveur, comment j'organise ma base de données. Tout ça va influencer les performances de ton outil. Et après, il y a évidemment l'intelligence, c'est-à-dire quels sont les choix au niveau de, par exemple, si je prends un peu l'exemple de nous, quand on reçoit un message, il y a d'abord une étape de ce qu'on appelle pre-processing, qui dit, OK, j'essaie de comprendre ce que le client dit. Là, on utilise déjà un premier call d'LLM. Après, il y a une étape de décision. Est-ce que je suis capable de le traiter ou pas? Ensuite, une fois que j'ai décidé que je le traite, il y a une étape de collecte de la donnée, ce qu'on appelle le RAG. Je vais aller retirer de l'information. Après, donc, toutes ces étapes, après, nous, on a une étape de formulation de réponse, une étape de QA, etc. Tout ça, à chaque étape, c'est ce que je t'explique tout à l'heure avec l'histoire de politique, de est-ce que j'ai le droit de faire ça, etc. On utilise des calls de LLM. Effectivement, ce travail de logique et d'intelligence, entre guillemets, là, on a une personne en interne qui a des compétences en machine learning et qui s'est formée et qui se forme au quotidien sur les technologies de LLM et qui, lui, a un regard plus critique sur les performances de l'algo et moins sur les performances de la production et du software. Et donc, si je dois résumer, la task force aujourd'hui, c'est un EM, un engineering manager qui a d'abord des compétences de software engineer, de développeur informaticien. On a à peu près 4 à 5 ingénieurs qui sont eux des ingénieurs informaticiens. Et de l'autre côté, on a un lead qui a un background de machine learning avec un ou deux, en fonction des besoins, ingénieurs de machine learning qui, eux, travaillent sur les performances de l'algo. Mais on a dissocié les deux.
Voilà, ils travaillent ensemble, mais toute la mise en production et la partie vraiment purement produit, ce sont des gens qui sont d'abord des software engineers, des développeurs. Yes. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des data scientists in-house pour faire de l'engineering. Mais non, mais même, c'est intéressant parce que finalement, nous, les data scientists, on n'en a même pas dans l'équipe d'engineering, en fait. Les data scientists, ils sont dans l'équipe BI. Les data scientists, en fait, aujourd'hui, nous, les data scientists, ils font un exemple concret. Là, on est en train de travailler sur un autre outil. Je te parlais tout à l'heure de la partie observabilité et monitoring. On est conscient que ça va être une gros enjeux aussi de l'IA, c'est de pouvoir comprendre comment ce truc-là fonctionne dans ta prod. Et ce qu'on a fait faire à nos data scientists, c'est d'évaluer des modèles pour prédire la qualité de la conversation. Ok, ce chantier-là, il est fait par un data scientist, c'est une analyse, littéralement, one time. Il nous fait une analyse, il nous fait des recommandations. Ça va être ensuite pris par les équipes de machine learning et d'ingénierie, et ils vont travailler plus sur la mise en production de cette prédiction, et après sur l'amélioration continue. Mais nous, ce qu'on appelle les data scientists, nous, aujourd'hui, chez Gorgias, c'est dans l'équipe BI, dans l'équipe Analytics. Et eux, ils font plus du travail sur la prédiction de revenus, la prédiction de leads, l'augmentation de l'enrichissement des data pour la partie go-to-market des leads, ou par exemple des analyses prédictives de churn, des choses comme ça. Mais sur tout ce qui est l'algorithmie de production, on est vraiment sur une équipe d'ingénierie avec une équipe de machine learning engineer internalisée. Très clair. Et le rôle des products là-dedans? Alors c'est intéressant que tu en parles parce que c'est vrai que moi, je comprends les problématiques techniques, mais je suis plus du tout, je n'ai pas les mains dans le cambouis, donc j'ai évidemment pas autant de compréhension fine que les gens que j'ai cités à l'instant. Et moi, je pense que, en tant que leader produit, je pense que une énorme partie qu'on sous-estime, et je rejoins un peu ce que je disais tout à l'heure sur la partie j'ai un marteau, je cherche une solution, c'est vraiment de vraiment réfléchir à l'expérience client avec cette IA. Et je pense que la grosse valeur ajoutée que les designers et les product managers peuvent avoir dans cette discussion, c'est quelle va être l'expérience finale cliente et quelle va être l'interaction qu'on va offrir avec les clients avec l'IA. Le truc que moi j'ai toujours en tête, et ça parlera peut-être pas à des gens qui sont plus jeunes, mais je suis pas si vieux, mais j'en ai encore le souvenir, c'est Clippy, qui est l'ancien assistant de Microsoft, qui ressemblait à un trombone en fait, qu'on utilisait dans Word et dans Excel, qui avait des petits prompts qui disaient vous cherchez à résoudre ce problème, et c'est l'exemple qu'on donne tout le temps du truc qu'il ne faut jamais recréer parce que c'était horrible, c'était hyper gimmicky, en plus c'était un trombone avec des yeux, donc il l'avait anthropomorphisé, c'était horrible, c'était pas très agréable comme expérience. Et du coup, justement, pour moi, c'est ça vraiment la clé du truc, c'est que tu auras beau avoir une technologie hyper performante, il faut qu'elle s'intègre vraiment de manière pertinente dans l'expérience de l'utilisateur. Il ne faut pas qu'il y ait une barrière à l'entrée à l'utilisation, il ne faut pas qu'il y ait un truc qui soit artificiel, qui gêne l'utilisateur, qui a un point de friction qui fait que la personne ne sera pas forcément enclin à l'utiliser. Il ne faut pas pousser du conversationnel quand il n'y a pas besoin de conversationnel. Il y a plein de gens qui expérimentent sur plein de choses. Moi, aujourd'hui, à l'état actuel, je suis pas sûr qu'on va se débarrasser des interfaces clic et bouton dans les sites d'e-commerce. Ça va pas disparaître du jour au lendemain. Donc l'objectif, c'est pas de dire, OK, demain, j'ai plus de store e-commerce, j'arrive sur mon site, je suis sur un chat et j'achète via le chat. Peut-être que ça fera partie de l'expérience, mais aujourd'hui, j'en suis pas convaincu que ce soit uniquement la seule expérience. Et donc, pour moi, il y a des vraies problématiques du genre, est-ce que, par exemple, quand c'est un IA qui répond, on disclose, on est transparent sur le fait que c'est une IA, ou est-ce qu'on anthropomorphise le message en disant je suis un humain ou je me fais passer pour un humain? Donc il y a vraiment des problématiques de dire est-ce que là par exemple est-ce que quand désolé, je pars un peu dans tous les sens, mais je prends l'exemple de Shop App qui est en fait Shopify a créé une application qui s'appelle Shop où en fait on peut acheter sur l'intégralité des marques qui sont des marques Shopify et ils se targuent d'être AI first, etc. Et c'est vrai qu'une grosse partie de leur expérience d'achat, elle est conversationnelle. Après, pour eux, c'est pas aujourd'hui la principale source du revenu, donc ils le gardent un peu comme un centre d'expérimentation, très bien. Mais j'ai pas regardé ça il y a 3 mois quand j'ai vu leur démo. Quand tu ouvres l'application, le premier message c'est bonjour, je suis Shop Assistant, je suis un IA qui peut vous aider à naviguer vos demandes pour acheter des produits.
bah, tu vois, là, on est vraiment sur une démarche très transparente, très claire, en mode je suis une IA conversationnelle. Et du coup, dès le début, tu casses un peu le mythe de dire est-ce que je vais parler à un humain ou est-ce que je vais parler à un IA, tu vois. Et donc pour moi, voilà, moi, si je dois résumer, je pense que les PM et les product designers, ils sont d'abord sur se concentrer sur l'expérience et quelle expérience on offre pour être sûr qu'elle va être pertinente avec l'utilisateur. Et aussi, le deuxième point, c'est rester comme garde-fou. Et il y a très vite de l'emballement et dire, OK, c'est quoi la performance, c'est quoi l'impact, est-ce que le client, il en utilise vraiment de la valeur? On veut pas juste créer des trucs pour créer des trucs. Et ça, c'est vraiment le cœur du métier du product management, c'est de dire quel est le problème avant la solution, quel est le problème qu'on souhaite résoudre. Et donc pour ça, il faut garder le nez proche du client, quoi. Comment est-ce que vous avez intégré ces outils GenAI dans vos équipes? Aujourd'hui, c'est une question qui se pose pour pas mal de product leaders également, hein. Au-delà d'intégrer la GenAI dans le produit lui-même, il y a aussi des enjeux d'orga, de formation interne. Vous vous y êtes pris. Comment vous en êtes où aujourd'hui? Ouais, alors c'est le début. J'ai plusieurs idées de réponse. Alors, Gorgia, c'est une boîte très transparente. On communique beaucoup sur ce qu'on fait et donc, par exemple, donc là, j'ai parlé du séminaire d'entreprise en janvier, où là, on était plus vision stratégique, etc. Tous les ans, on a un séminaire uniquement pour l'équipe produit, design et engineering, et en fait, on demande à l'équipe de machine learning de vraiment faire de l'éducation pour dire quels sont les outils qui existent, donc un peu d'organiser des workshops pour justement former nos PM et nos designers et nos ingénieurs. On a individuellement chacun un learning stipend de $2000. Donc, chaque année, les gens peuvent suivre des cours. Donc, on a notamment le PM qui lead aujourd'hui la partie conversationnelle. On lui a payé un cours sur enfin, qui était fait, je sais plus qui était le product leader, mais c'était quelqu'un de, il me semble, je sais pas si c'était OpenAI ou bref, c'était quelqu'un qui donnait un cours sur comment intégrer les technologies de LLM dans les produits SaaS. Donc on a aussi plusieurs PM dans d'autres équipes qui demandent des formations pour être plus exposés aux technologies. Donc ça, on les finance. Donc ça, c'est vraiment plus sur la partie éducation des individus. Dans la partie plutôt produit, feuille de route, on ne limite pas l'utilisation de l'IA et du machine learning par équipe, c'est-à-dire qu'on ne dit pas il n'y a qu'une équipe qui a le droit de le faire. Toutes les équipes ont le droit d'explorer ça. La seule limite qu'on a fait, c'est que pour tout ce qui sont les algorithmes internes, donc en vrai notre IP propriétaire, ça malheureusement, on n'a pas les ressources pour aider tout le monde. Du coup, les équipes qui veulent intégrer de l'IA, on leur dit aujourd'hui vous pouvez le faire, mais uniquement si vous utilisez des technologies off the shelf. Donc, comme je disais, avec des software engineers qui intègrent des API. Donc, par exemple, on a l'équipe Stat qui est en train d'évaluer, parce que je disais à l'instant, la possibilité de prédire la qualité de la conversation ou de faire ce qu'on appelle du voice of customer, donc pouvoir avoir des rapports qui sont générés automatiquement via des LLM. On a notre équipe qui s'appelle Agent Experience qui est en train de travailler justement sur la partie copilote parce qu'on sait qu'il faut quand même le faire, mais c'était pas une priorité jusque-là. Mais voilà, et ils l'utilisent en utilisant des technologies off the shelf pour faire du reformatting, du bullet points, des choses comme ça. Euh, donc, et le troisième point, c'est en interne. On est aussi très friand de tester les technologies pour différentes applications, pour nous éduquer. Par exemple, l'équipe RH, ils ont basculé sur un système de ticketing interne qui utilise de l'IA conversationnelle pour gérer les demandes RH. Dans le produit en Q2, on va commencer à intégrer des solutions pour traiter de manière automatique le feedback qualitatif des clients. On a aussi en interne des channels Slack qu'on appelle des channels Help où les équipes go-to-market peuvent poser des questions aux équipes produits pour se tenir au courant des nouveaux lancements, des dates de lancement, etc. Et on va sûrement faire des POC pour essayer d'intégrer des outils type Dust, des choses comme ça dans ces workflows pour aussi garder nous la main et voir comment ça fonctionne. Voilà, donc si je résume, on finance la formation à titre individuel, on ne limite pas l'utilisation de l'IA par équipe, mais par contre, la seule limite, c'est qu'on ne peut pas owner l'algorithme en interne juste pour une question de ressources. Donc, tant que ça se limite à des utilisations de services externes, c'est faisable.
Et le troisième point, c'est on est très actif, on teste énormément des nouveaux outils pour notre utilisation personnelle et interne. Merci beaucoup Thomas pour cette plongée dans Gorgias et la manière dont vous intégrez la Gen AI. Les LLM, c'est un vaste sujet. Moi, je résumerai en disant que, voilà, en tant que leader produit, notre obsession doit quand même rester le client et la valeur qu'on délivre au client. Donc, je pense que la décision d'intégrer ces solutions doit d'abord passer par ça. C'est ce que j'ai répété plusieurs fois et moi, j'en reste encore convaincu. Et donc, si aujourd'hui, il n'y a pas de match évident, voilà, malheureusement, il faut pas forcément chercher à toujours faire fitter des carrés dans des cercles. Il vaut mieux s'assurer que ce qu'on délivre a vraiment de la valeur. Donc voilà. Mais non, mais merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère que j'ai pas trop parlé, que les gens vont pas trop s'ennuyer. Mais mais évidemment, je suis pas du tout un expert, hein. Donc c'est aussi balbutiant et aussi nous on découvre ça en même temps que les technologies évoluent. Donc voilà. Merci beaucoup Thomas. Merci pour toutes tes réponses et hâte de suivre du coup la suite de Gorgias. Si les gens veulent te contacter, te poser des questions, ils peuvent te trouver sur LinkedIn. Yes. Thomas Trinel et c'était merveilleux. Mozzabytes, voilà, on se donne rendez-vous pour le prochain interview dans 2 semaines et merci à toi Thomas, à bientôt. Merci, au revoir Adrien, merci. Voilà, c'était Mozzabytes. Merci à tous pour votre écoute. Pour être tenu informé des prochains épisodes, mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Mozzabytes sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Mozza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. À très vite!